Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique tarabornienne où nous continuons à nous intéresser à la géopolitique des terres d'Éode. Nous passons aujourd'hui, à travers cette vidéo, à l'examen du continent d'Atlou, ce continent qui est surnommé le Croissant, que vous voyez ici, en raison de sa forme. Atlou est un immense continent surnommé le Croissant en raison de sa forme. Il est séparé de Sopol par la passe de Méridine et se trouve en face de l'Asgari, de l'autre côté du golfe d'Ankar. Alors, comme vous pouvez le voir, au milieu de ce grand continent, ici il y a une partie, donc une colonie cormienne qui est installée à l'est, même au nord-ouest, on va dire, au nord-est, pardon. Et puis au milieu, il y a cette grande bande de terre là qui s'élargit un peu vers le sud du continent, qui est le royaume de Charib. Le royaume de Charib traverse Atlou dans le sens de la hauteur, regroupe plusieurs terres autrefois désunies qui ont fini par s'unifier sous la pression du prince Yassine, il y a 3 siècles, pour former le royaume de Charib, une entité politique multiculturelle qui s'est rangée derrière les préceptes de ce religieux éclairé qu'était Charib Kalnatir, premier conseiller du prince et grand ordonnateur de l'ordre de la fécondité. Depuis, toute la politique de ce royaume, dirigée en partie par des fondamentalistes fanatiques, s'est orientée vers une doctrine sévère, pétrie de dogmes et observant à la lettre les lois sacrées du livre de Panar, un ouvrage mis au propre par les religieux, s'inspirant de fragments de tablettes sacrées, partiellement traduites, découvertes dans des vestiges de la civilisation éodienne. Avec le temps, l'amour et le respect du peuple primal éodien s'est vu relégué au second plan, et les lois édictées ont surtout privilégié un pragmatisme religieux loin des transcendances philosophiques fondamentales prônées par les éodiens. Pour le monarque actuel, Victor IV, les textes sacrés qui s'affichent au fronton des temples et des lieux saints s'invitent dans la régence de la vie quotidienne des habitants et ils sont essentiellement un prétexte pour asseoir un pouvoir totalitaire qui n'appelle aucun fléchissement. Partout sur les terres, les prêtres guerriers et leurs lances affûtées font régner l'ordre en maintenant le peuple dans un état de dépendance intellectuelle et matérielle qui profite à une petite minorité de nantis. Au cœur de la grande plaine centrale, sur laquelle se succède une série de plateaux rocailleux, se dresse Kilat, la cité où réside Victor IV. Une ville faite d'un dédale de ruelles poussiéreuses qui s'éparpillent sur plusieurs niveaux. Au nord-ouest, le monarque a campé des réserves de troupes qui protègent la frontière avec Pachmir et font acte de présence pour dissuader les voisins de céder à leur tentation d'expansion. Très régulièrement, des escarmouches sanglantes opposent les guerriers de Victor aux lanciers pachmirois. Au sud, la situation est plus ouverte et le commerce avec l'Asgari est largement encouragé, d'autant que Victor importe du fer issu des mines asgariennes en grande quantité. À l'ouest, les terres vierges de Parne sont convoitées, mais la présence massive d'espèces prédatrices oblige les soldats du prince à agir avec prudence et discernement. De rares exceptions font des incursions sur ces terres meurtrières pour prélever des matières premières et du gibier, mais beaucoup de ces missions sont coûteuses en hommes et réclament des moyens logistiques considérables, tels que les unités lourdes d'olifants qui avancent de concert avec le fleuron des unités de cavalerie. À l'est, les relations avec les impériaux sont tendues et la paix fragile. Les habitants du royaume de Charib considèrent à juste titre que les comptoirs commerciaux installés par le Karshan ont pour unique but de piller les ressources du continent, et les prêtres de l'ordre de la fécondité voient d'un mauvais œil les lois impériales jugées beaucoup trop progressistes. Voici donc pour le royaume de Charib. Passons maintenant à cette pointe ici au sud-ouest. Il s'agit des terres de Parne. Cette portion du continent Atlou reste un territoire quasiment vierge qui tire son nom d'une ancienne légende charibéenne, qui prétend que les lieux ont été autrefois habités par le dieu Parne. Cette croyance est fortement encouragée par les prêtres de l'ordre de la fécondité qui l'utilisent comme un prétexte, encourageant à respecter les dogmes de leur église fanatique. On trouve sur ces terres de nombreuses communautés naines qui ont choisi de demeurer un peu à l'égard des vicissitudes de l'Empire et s'abritent dans des cavernes troglodytes pour survivre parmi les prédateurs.
Quelques clans barbares nomades sont éparpillés çà et là, survivant comme ils le peuvent, aux alentours du poissonneux lac d'Almyre. La pointe de l'extrême sud est recouverte d'une vaste zone marécageuse qu'il est difficile d'emprunter sans précaution ni matériel adéquat. Une expédition impériale du siècle dernier est parvenue à explorer un peu le marais interminable, en arrivant directement depuis la côte sud. Le rapport d'expédition consigné auprès des archives impériales mentionne la forte présence de ruines éoliennes. Il a donné lieu à des séances de Sénat houleuses et passionnées, au cours desquelles plusieurs politiciens ont défendu la mise en place d'un vaste plan d'exploration que les conseillers sénateurs du Karchan n'ont jamais souhaité ratifier. Voilà en ce qui concerne ce territoire donc un peu sauvage des terres de Marne qui est convoité. Et passons maintenant au Pachemire. Donc le Pachemire, vous voyez, qui est assez proche ici avec ce petit détroit. Il est assez proche en fait du continent d'Iktol. Il touche presque la Thale. Donc on peut imaginer qu'il y a des échanges assez spécifiques. Pachemire, la lumineuse, comme est souvent surnommée cette parcelle de terre fertile et accueillante, bénéficie d'un climat favorable et d'une géographie diversifiée. C'est un cas bien à part sur l'échiquier politique des nations éoliennes. Elle a connu bien des mutations et des crises politiques au cours des siècles passés, jusqu'à devenir aujourd'hui une oligarchie prospère, qui est aux mains de grandes compagnies marchandes qui rayonnent sur les 5 continents d'Éode. L'ordre y est assuré par une armée de mercenaires, financée par les bénéfices colossaux que les gigantesques trusts marchands amassent chaque année. Les décisions politiques de grande envergure sont prises par le Mercat, un conseil qui regroupe tous les grands marchands les plus puissants et se réunit de façon mensuelle dans le palais du Carthaga, un bâtiment haut et lumineux qui laisse abondamment transparaître les moyens colossaux dont dispose cette nation. La capitale, Loubia, est d'ailleurs développée autour de ces palais fastueux qui représentent le symbole de l'autorité et la suprématie des grandes compagnies. Outre leur prédisposition exceptionnelle pour l'apprentissage et la pratique des langues étrangères, ce qui a favorisé l'essor des compagnies, c'est la formidable maîtrise diplomatique de leurs dirigeants. Des hommes et femmes à l'esprit vif, capables de courber le dos ou de s'enthousiasmer selon ce que la situation réclame pour obtenir une négociation à leur avantage. Les mauvaises langues prétendent qu'il s'agit d'hypocrisie, jalousant les excellents résultats des négociateurs pachemirois. La maîtrise des mers et les connaissances en matière de construction navale ont été des accélérateurs de première importance. Ils ont permis aux compagnies d'étendre leur réseau de distribution bien au-delà des frontières maritimes. Les navires pachemirois sont effilés, mais stables et profonds. Ils résistent bien aux gros temps et se manient avec facilité, permettant à leurs capitaines des manœuvres audacieuses et des courses de plus en plus longues. La côte sud du pays est occupée par d'immenses plantations de coton ainsi que des magneries qui appartiennent pour la plupart à la compagnie de la Banderille. La nation pachemiroise exporte à elle seule 80% des étoffes et de la soie présentes sur la surface d'Éode. La sériciculture nécessite de nombreux greniers en bois entourés de mûriers, où les artisans s'affairent afin de fabriquer le précieux fil de soie qui servira ensuite à la fabrication des étoffes rares. Les précieuses marchandises seront ensuite conditionnées et réparties dans les galères de la Banderille pour rejoindre les Dryades, où les compagnies ont investi plusieurs îles transformées en ateliers de confection et de coloration. À l'autre bout de cette chaîne, les produits finis empruntent la côte de Sang avant d'être réembarqués pour traverser le Grand Chenal et finir sur Corme. Voilà en ce qui concerne donc le continent d'Atli. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.